Vous êtes sur CCTV français, bonjour à tous. À la une de cette édition, au moins 4 hommes armés et 2 membres de l'armée de l'air ont été tués samedi matin dans une attaque terroriste contre une base aérienne de l'armée indienne près de la frontière avec le Pakistan. La porte-parole de l'armée de l'air, Rochelle Da Silva, annonce qu'au moins 4 hommes armés sont entrés dans la base aérienne de Pathankot, à environ 430 km au nord de New Delhi, mais qui ne sont pas parvenus à pénétrer dans la zone accueillant les hélicoptères de combat. L'assaut a déclenché une fusillade avec les forces de sécurité qui a duré des heures. C'est la première attaque terroriste majeure en Inde cette année. Les représentants indiens disent qu'au moins 4 agresseurs et 2 membres de l'armée de l'air ont été tués et le restant des assaillants reste retranché dans un bâtiment de la base. Les forces de sécurité sont en train de mener une opération pour nettoyer la zone où il pourrait rester des intrus. Les représentants disent que les assaillants prévoyaient de détruire la base aérienne. Le Pakistan est notre voisin et nous voulons des relations pacifiques non seulement avec le Pakistan mais aussi avec l'ensemble de nos voisins. Nous voulons également la paix, mais toute attaque terroriste contre l'Inde recevra une réponse forte de la part de l'Inde. 2 Afghans, dont un garçon de 12 ans, ont été tués et 15 autres blessés vendredi à Kaboul lors d'un attentat suicide revendiqué par les talibans contre un restaurant français présidé des étrangers, à 10 jours d'une réunion visant à relancer les négociations avec les insurgés. Les talibans, qui ont accentué leur insurrection depuis le printemps, sont coutumiers des attentats suicides contre des symboles de la présence étrangère en Afghanistan, que ce soit des restaurants, des maisons d'hôtes ou le plus souvent les quelques 13 000 soldats de l'OTAN déployés dans le pays. L'attentat suicide de vendredi visait le Jardin, un restaurant de cuisine française appartenant à un Afghan situé dans le quartier de Khala et Fatoula. La déflagration a causé un énorme incendie à l'entrée de l'établissement. L'entrée du Jardin est fortement sécurisée. Plusieurs sas et des hommes armés en protègent l'accès. L'établissement propose une cuisine d'inspiration française et est populaire auprès de la communauté étrangère de Kaboul, qui compte notamment des diplomates, des journalistes et des employés d'ONG. Samedi, l'Arabie Saoudite a exécuté 47 personnes suspectées d'être impliquées dans des actes terroristes, parmi elles l'éminent clerc musulman chiite Nimr al-Nimritz. Le ministre de l'Intérieur saoudien a déclaré que la plupart des condamnés avaient été impliqués dans une série d'attaques perpétrées par Al-Qaïda entre 2003 et 2006. Nimr était une figure centrale de la contestation chiite qui avait manifesté en 2011 lors du printemps arabe. L'Iran, qui est officiellement chiite, a prévenu que l'exécution de Nimr coûterait cher à l'Arabie saoudite. Le président russe Vladimir Poutine a approuvé la nouvelle stratégie de défense nationale russe qui définit les intérêts et les priorités stratégiques du pays. Le nouveau plan de sécurité russe voit l'extension de l'OTAN comme une menace pour la sécurité nationale. Selon la Russie, la préparation militaire de l'OTAN et son déploiement dans les pays voisins de la Russie constituent une tentative d'incitation à la révolution, tout en reconnaissant l'impact négatif des restrictions économiques imposées à l'encontre de la Russie. Le rapport estime que la communauté internationale s'expose à de graves conséquences financières et économiques. La Russie s'est toutefois à nouveau déclarée prête à coopérer avec les États-Unis, l'Europe et l'OTAN sur une série de questions. Les candidats à la direction des affaires à Taïwan se sont affrontés lors du dernier débat télévisé. Le débat était diffusé cet après-midi sur Sanli e-Television. Eric Chu du Kuomintang, James Soong du Parti du Peuple en premier et Tsai Ing-wen du Parti progressiste démocratique ont confronté leurs propositions économiques et sociales. Eric Chu a parlé des problèmes de l'énergie et de l'habitat social et a accusé le Parti progressiste démocratique de mettre en avant des propositions impossibles à réaliser. Le débat comprenait également des questions du public et des contre-interrogatoires des candidats. L'élection du dirigeant de l'île est prévue pour se tenir le 16 janvier. Le même jour, les habitants de Taïwan éliront aussi leur législateur. En République centrafricaine, la plupart des habitants ont passé le jour du Nouvel An dans l'attente du résultat des élections de cette semaine. Plus de 30 candidats ont présenté leur candidature à la présidence. Les autorités électorales recommandent de ne pas se laisser aller à la spéculation.
Un nouveau jour se lève sur Bangui, la capitale centrafricaine. C'est le premier de l'année 2016 et Freddy Ndo s'estime chanceux d'être en vie pour le voir. Grâce à Dieu, j'ai la chance de voir cette nouvelle année. Je suis en vie aujourd'hui, tandis que de nombreuses personnes sont mortes lors du dernier conflit. Cette année, peu de personnes ont célébré le réveillon du jour de l'an. L'endroit est peu sûr après la tombée de la nuit. C'est là la conséquence de près de 3 ans de chaos qui ont suivi le coup d'État. Cette semaine, Freddy Ndo, comme des milliers de ses concitoyens, a participé à une étape décisive dans la reconstruction du pays. Ils ont bravé l'insécurité qui règne dehors afin d'aller voter pour un nouveau président et un nouveau parlement. Je veux que le nouveau président unisse le peuple et que les forces de maintien de la paix continuent de faire de leur mieux afin de préserver la stabilité et le calme dans notre pays. Nous avons été confrontés à de nombreux problèmes au cours de ces 3 dernières années dans ce pays. Et nous voulons que le nouveau président élu fasse de son mieux pour éviter ce genre de conflit à l'avenir. La commission électorale en appelle au calme. Nous avons remarqué que certains médias et candidats ont commencé à spéculer quant à l'issue du scrutin sur le net et les réseaux sociaux. Mais la commission électorale est la seule institution qui annoncera et rendra officiels ses résultats. Ce genre de pratique enfreint le code de conduite électorale. Jusqu'à présent, peu d'incidents sont venus troubler ces élections dont l'interruption était pourtant redoutée. Seuls quelques problèmes mineurs se sont posés le jour même du vote. La plus grande épreuve à passer reste peut-être l'annonce des résultats, car la réaction des perdants suscite l'inquiétude. L'armée chinoise vient d'instaurer 2 nouvelles forces armées, une pour les missiles et l'autre pour le soutien stratégique des troupes. Elle vient également de mettre sur pied une nouvelle institution pour le commandement de l'armée. Il s'agit des derniers éléments participant à la refondation d'une armée chinoise plus forte et plus moderne. Dans le même temps, la commission centrale militaire du PCC vient de dévoiler les grandes lignes de la réforme militaire. Regardons plus en détail. Il s'agit d'un changement d'envergure pour la seconde force d'artillerie de Chine, la force dissuasive stratégique de l'armée populaire de libération. Elle a été officiellement renommée Force des missiles de Chine, faisant ainsi de l'APL une force commune regroupant aussi l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air. Par ailleurs, une autre force armée pour le soutien stratégique a été formée pour insister sur l'importance de l'électronique et de l'espace dans les nouvelles stratégies militaires. La formation de la nouvelle force armée des missiles et de la force de soutien stratégique est une décision majeure prise par la Commission centrale militaire pour réaliser le rêve de la refondation d'une armée forte et moderne en Chine. Les nouvelles forces armées créées font ainsi partie d'un ensemble de mesures qui ont été prises dans le cadre des réformes militaires actuelles. Vendredi dernier, la Commission centrale militaire a publié une importante déclaration mettant en lumière son orientation dans le processus actuel et mettant l'accent sur sa détermination pour mener à bien ces réformes. Le message qui a été délivré concerne le renforcement du commandement de l'armée grâce à la refonte complète de l'ancien système de commandement commun centré autour de l'armée de terre. Les réformes entendent ainsi améliorer les capacités générales au combat. La déclaration de la Commission centrale militaire clarifie les raisons, les différents éléments et la manière dont la réforme de l'armée sera conduite. Aussi, elle indique clairement les exigences attendues par les forces armées, tout en rappelant son rôle de soutien essentiel. Les grandes lignes des plans pour la réforme militaire avaient été annoncées au mois de novembre dernier, au moment où Xi Jinping s'était engagé à mener à bien la refonte globale avant 2020. La déclaration de Xi Jinping indique que les 7 zones de commandement militaire seront transformées en plusieurs zones de combat, afin de mieux coordonner les opérations communes. La Chine a décidé de réduire de 300 000 le nombre de ses soldats, afin de ramener l'effectif total de l'armée à 2 millions de personnes. La Chine entend ainsi mettre sur pied un système militaire moderne, potentiellement capable de gagner une guerre basée sur l'information. Plusieurs experts estiment que la réforme militaire chinoise représente un défi de taille pour les dirigeants actuels. La réforme globale annoncée transformera ainsi profondément l'armée et le paysage de la sécurité de la Chine. Vendredi dernier, un porte-parole de l'armée chinoise a présenté les fonctions et les missions de la force de combat pour l'appui stratégique nouvellement créé.
La nouvelle force pour l'appui stratégique est une nouvelle force de combat qui garantira la sécurité nationale et qui jouera un rôle prépondérant dans l'amélioration de l'aptitude générale de l'armée chinoise au combat. Il s'agit d'une combinaison de toutes les forces d'appui remplissant une puissante et fondamentale mission stratégique de soutien. La création de la force d'appui stratégique contribuera ainsi à améliorer la structure et la capacité générale d'appui de toutes les forces armées chinoises. À partir du 1er janvier, chaque couple chinois pourra légalement avoir 2 enfants. Le mois dernier, les législateurs chinois ont appelé une politique de planning familial vieille de plusieurs décennies. La politique est dite de l'enfant unique. Selon les estimations, 60 000 nouveau-nés supplémentaires devraient voir le jour chaque année à Shanghai grâce au passage de cette loi. Afin de se préparer à cette augmentation, certains hôpitaux de la ville installent des cliniques spécialisées pour les femmes enceintes de leur second enfant. La maternité du district de Changning et l'Infant Health Hospital ont vu le nombre d'enregistrements de femmes enceintes augmenter sur la seconde moitié de l'année. Plus de 20% d'entre elles vont accoucher de leur second enfant. Shen Tianwen, âgée de 35 ans, est l'une d'entre elles. Elle s'est rendue à l'hôpital ce matin pour un contrôle de début de grossesse. Mon premier enfant est né par césarienne il y a 2 ans. À l'époque, je n'ai pas considéré comme une grossesse à risque, mais c'est aujourd'hui le cas, donc je vais faire plus attention. Les docteurs expliquent que la possibilité de complications est beaucoup plus élevée chez les femmes de plus de 35 ans et pour les mères qui ont eu leur premier enfant par césarienne. C'est pourquoi l'hôpital effectue des contrôles en début de grossesse pour les femmes enceintes d'un second enfant. Pour l'instant, nous dépistons les femmes qui ont plus de 35 ans quand elles en sont à 16 semaines de grossesse. Mais sachant que nombreuses femmes enceintes de leur second enfant ont dépassé cet âge, nous avons décidé d'effectuer ces contrôles entre 8 et 12 semaines de grossesse dans leur cas. Cela nous permettra de découvrir le plus tôt possible les risques potentiels. Les médecins constatent que les bébés nés de mères plus âgées présentent un risque plus élevé de défaut à la naissance, un poids plus faible et certains problèmes chromosomiques tels que le syndrome Down. Comme les femmes n'étaient pas autorisées à avoir plus d'un enfant auparavant, elles n'avaient le droit à l'avortement que dans le cas d'une grossesse indésirée. Ces femmes présentent aujourd'hui un taux plus élevé d'infertilité. Les docteurs suggèrent donc aux couples plus âgés de procéder à des tests avant de prendre une décision définitive quant au fait d'avoir un second enfant. Nous avons ouvert une clinique de consultation qui offre des conseils aux couples qui pensent à avoir un second enfant. Pour l'instant, les femmes enceintes qui accouchent par les voies naturelles peuvent quitter l'hôpital 24 heures après avoir accouché. Celles qui subissent une césarienne peuvent partir après 72 heures à compter de la naissance de l'enfant. C'est pourquoi nous avons une clinique pour les nouveau-nés, par peur que des problèmes tels que la jaunisse se présentent dans le futur. Les autorités sanitaires de Shanghai estiment que la moitié des accouchements ont lieu par césarienne, mais les docteurs expliquent que pour les couples qui souhaitent avoir plus d'un enfant, une naissance par les voies naturelles est préférable. C'est pourquoi les hôpitaux promeuvent les bénéfices des naissances naturelles. Les cliniques de maternité de Shanghai introduisent dans un même temps des antidouleurs plus efficaces dans leur protocole afin de rendre l'expérience moins traumatisante. Pour mieux communiquer avec les patients, certains hôpitaux ont recours à des tablettes pour expliquer les interventions aux patients. Entre 200 000 et 220 000 enfants naissent chaque année à Shanghai. 2015 fut une grande année pour les résultats du box-office chinois, avec des productions nationales qui ont connu le succès, marquant un nouveau record année après année. Beaucoup se montrent particulièrement optimistes concernant le statut actuel de l'industrie cinématographique nationale. Mais c'est à dire que la Chine est réellement en train de gagner la bataille avec les productions hollywoodiennes. Plus de détails dans ce reportage. Les ventes de billets au niveau national en Chine ont atteint en 2015 les 44 milliards de yuan au total, soit une hausse de 48% par rapport aux 29,7 milliards de yuan en 2014. Il s'agit de la plus grande augmentation de ces dernières années. 61% environ des ventes sont des productions nationales. Plus de 8000 nouveaux écrans ont été installés en 2015. Cela signifie que 22 nouveaux écrans apparaissent chaque jour en Chine. Le nombre de spectateurs venant voir des films au cinéma a également connu une hausse annuelle de 51%, dépassant les 1,2 milliards de 2015.
Les ventes de tickets ont été particulièrement fortes lors de plusieurs jours de fête, tels que lors des congés de la fête du printemps ou de la fête nationale. La contribution des ventes de billets en ligne s'est avérée très importante. De plus en plus de personnes réservent leur place de cinéma en ligne. Au cours de l'été, 80% de nos tickets environ ont été réservés en ligne. Ceci car les sites de vente de tickets en ligne font beaucoup pour promouvoir leurs services et offrent donc d'importants rabais aux clients. La Chine est le deuxième plus grand marché du film au monde après les États-Unis et celui qui connaît la plus forte croissance dans le monde. Je viens juste de rentrer d'un voyage à Hollywood. D'après ce que j'ai vu, l'industrie cinématographique en Chine est loin derrière celle des Américains. Nous avons tout juste appris le cadre. C'est à peine un début, il y a encore un long chemin à parcourir. Mais avoir réussi quelques gros succès commerciaux, des films loués par la critique, ne peut cacher les productions pauvrement réalisées. Lorsqu'on considère la qualité moyenne des productions nationales, on constate qu'il y a encore de la place pour progresser. Pour qu'une franchise soit pleinement développée, les ventes de places ne sont pas les seules sources de revenus. Les sorties Blu-ray et la distribution numérique, les produits dérivés officiels et même les jeux vidéo au parc d'attractions sont tous des aspects très profitables. En Chine, ces aspects de la production d'un long métrage ne sont pas encore très développés. Mais des films comme Monster Hunt ou le récent Mojin The Lost Legend ont montré un vrai potentiel pour devenir des franchises totalement développées avec une valeur commerciale croissante et une véritable efficacité pour ces grosses productions chinoises. Il semble qu'avec des productions locales plus importantes et de meilleure qualité et un nombre de spectateurs en hausse, la croissance du marché chinois sera non seulement un succès national, mais pourra également peut-être un jour rivaliser avec Hollywood. Tout au long de l'année, CCTV français partira à la rencontre de certaines des 56 minorités ethniques de Chine. Deuxième étape de notre périple Shenyang, capitale de la province orientale du Liaoning. Là vivent des dizaines de milliers de Coréens de la diaspora. Notre équipe a été conviée à une cérémonie de mariage entre un homme issu de la minorité coréenne et une femme Han. Une fête colorée mêlant tradition chinoise, coréenne et occidentale. Je suis invitée au mariage de Kim Ki-jong et Tan Xiao à Shenyang. La tradition coréenne exige que les femmes assistant à la cérémonie revêtent le hanbok, l'habit traditionnel. Introduit par les nomades sito-sibériens avant le 1er siècle de notre ère, le hanbok n'a pas beaucoup évolué avec le temps. Depuis la dynastie Joseon, il se compose d'un boléro et d'une jupe longue aux couleurs vives, toujours dépareillées. Un mariage coréen comporte une part de public et de privé. Et il commence au domicile des futurs époux qui sont en réalité déjà mariés civilement. Pendant que Tan Xiao se fait pomponner, la famille de Kim Ki-dong, venue des 4 coins de la Chine et de Corée du Sud, se réunit chez lui. 오늘 여러분들이 너무 잘하시는 경주 김 씨의 후예인 김기정 군은 경사스럽게도 한족 아가씨 한시ao 양과 서로. La coutume veut qu'un présentateur parlant coréen et mandarin vienne animer le mariage. Il rassemble la famille du marié et l'invite à exprimer ses sentiments et ses bons vœux. La grand-mère âgée de 87 ans est très émue à l'idée de marier son petit-fils chéri. Il semble que c'est pour elle aussi le plus beau jour de sa vie. Je suis installée à la table des tantes venues de Séoul. Lorsque les mariés entrent en scène, l'émotion est palpable.
cérémonie est décorée de compositions chamarrées faites de friandises. La première partie de la cérémonie est à l'occidental, avec la mariée en robe blanche et le marié en smoking. Kim Ki-dong, qui jusqu'ici tremblait de nervosité, semble enfin détendu et la mariée, le sourire jusqu'aux oreilles, semble vivre un bonheur des plus intenses. Les Coréens qui adorent chanter et bouger envahissent le podium et se mettent à danser, même la grand-mère qui semble avoir retrouvé ses 20 ans. Avant le repas, il faut procéder à la photo de famille avec la mariée en hanbok. Il y a bien quelques sacrifices à faire avant de danser jusqu'au bout de la nuit. Et quoi qu'il en soit, 1000 ans de bonheur aux jeunes mariés. Cette année, les festivités du Nouvel An à New York sur Times Square ont été plus spectaculaires que jamais. Mais cette fois-ci, l'événement était encore plus attendu que les années précédentes, car il annonçait le début de l'année touristique Chine-États-Unis. L'ambassadeur chinois aux États-Unis, Tsui Tiankai, a affirmé que l'événement allait renforcer les liens qui unissent la Chine et les États-Unis. L'année du tourisme Chine-États-Unis va jouer un rôle positif en approfondissant la compréhension mutuelle et l'amitié entre les peuples des deux pays. Nous accueillons davantage d'Américains qui viennent visiter la Chine et nous encourageons davantage de Chinois à visiter les États-Unis. J'émets le vœu que les échanges au niveau des individus pourront renforcer les liens entre les deux pays. L'année du tourisme est le fruit d'un accord passé entre le président chinois Xi Jinping et le président américain Barack Obama en septembre dernier lors de la visite d'État de Xi Jinping aux États-Unis. L'événement a figuré lors des célébrations du Nouvel An à Times Square. Au milieu des performances éblouissantes qui se sont enchaînées jusqu'à minuit, figurait une danse culturelle chinoise présentée par l'Association de l'amitié sino-américaine. Associant le ruban traditionnel chinois Dunhuang et danse Yi, le spectacle a mis en valeur des cultures anciennes et modernes venant du nord comme du sud de la Chine. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour le prochain journal.